Je suis entré dans le milieu du délogement de squatteurs quand ma propre maison a été occupée. Alors que j'étais au Maroc, mes amis d'en face m'ont appelé. Il y a des gens dans notre maison. 2 ou 3 heures plus tard, j'étais déjà de retour ici. J'ai pris un avion et nous les avons fait sortir à coups de bâton. Tu as subi des conséquences parce que tu es un Marocain qui fait ce travail? Oui? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de gens m'écrivent et je reçois beaucoup de haine, que ce soit dans les commentaires ou en messages privés, en disant comment un Marocain peut déloger un compatriote. On m'a poignardé ici à la cuisse, on m'a poignardé ici. Eh bien, il faut que le logement revienne au propriétaire, quoi qu'il arrive. Pour ça, il ne paie pas. Comment réagis-tu en entrant et en voyant que qu'on prostitue des mineurs à l'intérieur d'une maison? Je suis capable de le jeter par la fenêtre. Celui que je trouve à l'intérieur, je l'arrache par la tête et je me fiche des conséquences. Si je dois aller en prison pour me venger et sauver la vie d'un enfant qu'on est en train de prostituer, eh bien il faudra que j'y aille. Certaines familles montent une grosse voiture, une Audi par exemple, et travaillent. Le mari est peut-être avocat ou agent de la garde civile. Oui? Un garde civil qui squatte. Gendarme, la gendarmerie occupe. Des gardes civils qui squattent, des policiers qui squattent, des avocats qui squattent. Ici, tout le monde squatte. Quand tu vis dans un pays sans loi, parce que dans le squat, il n'y a pas de loi, tu fais ce que tu veux. Tout le monde le fait. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons une émission bien corsée, une émission avec une personnalité dont tout le monde parle sur les réseaux, parce que c'est une figure, disons, qui ne laisse personne indifférent. Nous avons avec nous un Marocain qui se consacre à la récupération de logements squattés, Karam du commando des Sokupa. Comment vas-tu, Karam? Comment tu te sens? Bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jota pour l'invitation. Merci à toi parce que en plus je dois vous dire que Commando des Sokupa est aussi le sponsor officiel de la Violada et en plus il sera également commentateur aux côtés de César Green et de Greenfits. Il va voir comment je me casse moi-même la figure et le reste des combats. Donc voilà, il a un parcours en arts martiaux, il a été champion d'Europe, n'est-ce pas? Champion d'Europe, 3e mondial. Tu veux faire du sparring avec moi alors que tu as 40 kilos de plus, enfoiré. Qu'est-ce que vous en dites? Je me bats ou pas avec ce gorille? Bon. Un sparring. Ça doit être un sparring léger, voilà. Non, enfoiré, tu me frappes alors que je descends et tu fais juste un sparring léger. Un sparring léger. Mec, raconte-moi, comment tu es entré dans le monde de la récupération de logements squattés? je suis entré dans le monde de l'expulsion des squatteurs quand ma propre maison a été squattée. Quoi? Oui, nous, par exemple, moi, tous les étés, je descends avec mes parents au Maroc, et un jour où je suis au Maroc, mes amis qui vivent en face de chez moi m'appellent et disent « Ah, et vous êtes rentrés ?» Je leur dis « Non. » Il dit qu'il y a des gens chez moi. Je demande comment c'est possible. Et il dit « Oui, il y a des gens chez toi, je les vois par la fenêtre, etc., etc., etc. » Et je lui dis « Non, n'appelez pas la police. » Je dis « Non, n'appelez pas la police. » Il me dit « Bah pourquoi ?» Je dis « Non, n'appelez pas la police. » Et 2 ou 3 heures plus tard, j'étais déjà de retour ici. J'ai pris un avion et j'étais de retour ici et on les a sortis à coups de bâton. À coups de bâton, pourquoi? Si on appelle la police, il y a une procédure et je perds ma maison. Et notre maison appartient à mes parents. Alors bien sûr, on les a chassés à coups de bâton et depuis, eh bien, je suis resté avec ce petit pincement au cœur. Je suis resté avec cette petite tristesse. Voilà. Et il est arrivé un moment où, grâce à Dieu, Dieu a mis sur mon chemin la bénédiction d'un homme qui aujourd'hui est comme un frère pour moi. Alors, à partir de là, le sujet des squats est apparu. On va monter quelque chose, et c'est de là qu'a commencé Commando des Sokupa. La bénédiction, c'est ton associé? J'imagine. C'est ça. Mec, la réalité, c'est la suivante. Beaucoup de gens disent que le squat a beaucoup à voir avec la question des logements des banques, mais dans ton expérience dans ce secteur, est-ce que tu es plus souvent engagé par des particuliers ou par des entreprises qui ont beaucoup? Ce sont des particuliers dans 90% des cas. Dans 90% des cas, il s'agit de particuliers, et dans 10% des cas, ce sont des gens qui achètent à la banque une maison déjà occupée. Mais 90 à 95% sont des particuliers qui ont leur propre appartement et qui se le font squatter. Et beaucoup d'entre eux sont marocains. Beaucoup d'entre eux sont des Marocains qui ont leur maison occupée par d'autres Marocains ou par des gens d'autres nationalités. Quel est le profil le plus fréquent chez les squatteurs? De tout type, il y a de tout. Il y a des Latinos, il y a des Espagnols.
Ce que j'ai rencontré le plus, ce sont des Colombiens, des Marocains. Avec des Marocains aussi, beaucoup. J'étais parmi des Marocains. As-tu eu des conséquences en tant que Marocain qui se consacre au délogement de squatteurs? Beaucoup de gens m'écrivent et m'envoient de la hate. Autant dans les commentaires que par message privé, on me dit comment un Marocain peut faire ça à une personne, à un compatriote. Mais je ne comprends pas ce raisonnement. Moi non plus, je ne le comprends pas, car nous, les Marocains, avons toujours été unis et solidaires. Mais je ne peux pas soutenir ce qui est mal. Ce qui est mal reste mal. Le squat, c'est mal, et prendre quelque chose à une autre personne, quelque chose qui lui appartient, pour lequel elle a travaillé pendant des années avec sa sueur et ses efforts, non, je ne vais pas permettre ça, ni soutenir ça. Parce que comme je te dis, la méchanceté vient de la personnalité, elle ne vient pas de la nationalité. Que tu sois marocain, uruguayen, dominicain, peu importe d'où tu viens. Chacun porte sa propre méchanceté en lui et chacun doit assumer ses actes. Il n'y a pas de raison qu'un Marocain doive soutenir un autre Marocain, même s'il fait de mauvaises choses. Non, moi je ne soutiens pas ça. Je suis d'accord avec ça, mec. J'ai une forte communauté marocaine qui me suit et je leur ai toujours dit, messieurs, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire bloc et fermer les yeux sur des situations créées par vos compatriotes parce que la seule chose que vous allez faire, c'est générer un effet totalement négatif envers l'ensemble du groupe. Quand toute personne qui a un minimum d'expérience de la rue et qui sort dehors sait qu'il y a ici beaucoup de Marocains qui sont des gens honnêtes, des travailleurs, des gens qui viennent pour apporter quelque chose et qu'au final, ils sont éclipsés par tous ceux qui font le mal. Je pense qu'une voix comme la tienne est extrêmement importante sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est possible que des Marocains vivent ensemble en Espagne et que, évidemment, ils ne sont pas tous des délinquants. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait des gens comme toi qui disent « Oh non, 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 moi ce n'est pas parce que tu es mon compatriote que je dois soutenir toutes les conneries que tu fais. » Je ne sais pas comment tu vois les choses. Oui, oui, bien sûr, au contraire. Je devrais être content de voir qu'il y a un de nos compatriotes qui élève la voix pour nous et qui montre que nous ne sommes pas tous pareils. Parce qu'il y a des millions et des millions de Marocains qui travaillent jour et nuit pour s'en sortir, et il y a une minorité qui fait tout ce qu'elle fait dans le pays. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit le plus? On verra toujours plus le mal que le bien. Eh bien, toujours. Partout, on voit plus le mauvais que le bon. Pourquoi? Parce que personne ne voit le Marocain qui se lève à 4 heures du matin pour aller travailler jusqu'à minuit afin de ramener 40 € ou 30 € à ses enfants pour qu'ils puissent manger parce qu'il n'a pas de papier. Ça, les gens ne le voient pas. Mais oui, évidemment, on va voir quand un Marocain ou un mineur non accompagné sort dans la rue et arrache le sac à main d'une dame de 80 ans. C'est normal car le mal sera toujours plus visible que le bien. Et ça, c'est normal. Mais bien sûr, mes compatriotes devraient être contents de voir que, regarde, l'un des nôtres fait les choses bien et que nous ne sommes pas tous pareils. Totalement, mec. Je veux qu'on parle un peu du sujet de l'expulsion de squatteurs. Je veux que tu me racontes des anecdotes dans ce monde vraiment curieux parce que j'ai vu certaines de tes vidéos qui sont à mourir de rire. Quelle serait L'anecdote la plus forte que tu aies vue vécu? dans ce secteur? La principale, c'est qu'on nous a tiré dessus plusieurs fois. Un collègue a été touché au mollet. Oui, plusieurs coups de feu dans une villa. Dans une villa, on nous a tiré dessus depuis les fenêtres. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessés graves. Seul un de mes collègues a été touché au mollet. Et bien sûr, grâce au fait que nous étions en train de filmer, nous avons tout enregistré, toutes les interventions, et nous avons appelé la police qui les a arrêtés. Quand ils les ont emmenés en garde à vue, nous avons repris les lieux. Nous avons fait d'une pierre deux coups. Merde. C'est-à-dire que la police ne peut pas intervenir, mais une fois qu'il y a la preuve qu'il y a des armes à feu, là c'est immédiat. Oui, bien sûr. Parce que là, ce n'est plus un simple délit. Regarde, ils ont essayé de te tuer. Donc tu es arrêté. Mais peut-être que tu ne serais même pas ici en train de parler avec moi en ce moment. Non, bien sûr que non. Ce sont les cas les plus graves, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai reçu des coups de couteau, mes collègues aussi, et nous sommes toujours là. Mec, on t'a poignardé? Oui, bien sûr, on est toujours là. On est toujours là. Moi, on m'a poignardé dans le dos, on m'a poignardé ici à la cuisse, on m'a poignardé ici. Il faut évidemment récupérer le logement du propriétaire, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on nous paie. C'est fou, mec, c'est pas rien. Non, pas du tout. Les gens voient ça de l'extérieur. Certaines vidéos ne peuvent pas être publiées. Des vidéos qu'on peut publier, ben non. Premièrement, ça peut nous nuire gravement. Ou alors Tito peut directement te bannir ou supprimer ton compte.
Ces profils qui sont généralement plus violents, ce ne sont pas, c'est-à-dire des coups de couteau, des tirs, tout ce genre de violence ne vient presque jamais de familles défavorisées, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Les familles ne se consacrent normalement pas à ces choses-là. Il y a évidemment des familles qui sont agressives, etc. Mais elles ne vont pas tuer quelqu'un, ni te tirer dessus, ni te poignarder non plus. Celui qui pourrait me poignarder, c'est peut-être celui qui fait pousser de la marijuana ou trafique à l'intérieur. Il n'aime pas être dérangé chez lui, réveillé ou voir sa routine chamboulée. C'est-à-dire qu'une grande partie du business du squat a à voir avec les appartements de dealers. Des appartements de dealers, des appartements de filles obligées à se prostituer et mille autres choses. Si je te racontais, et il y en a mille, Mon pote, ici tu as l'espace pour raconter tout ce qu'il y a derrière parce qu'en réalité beaucoup de gens restent à la surface. Les gens croient qu'on squatte parce qu'on en a besoin. Il y a plein de logements vides en Espagne. Le marché est comme il est, donc le prix du logement est impayable. Il y a plein de jeunes, et je ne vais jamais justifier le squat, mais la rhétorique, c'est pour essayer d'avoir de l'empathie avec la rhétorique, c'est ça. Aucune possibilité de logement pour les jeunes, alors on s'installe dans les logements des banques. Mais la réalité, c'est que très souvent, cette façon de voir les choses cause du tort à de nombreux propriétaires. Alors je veux savoir quel profil est le plus dangereux. Est-ce des personnes avec des problèmes de dépendance? Est-ce des personnes avec... ce sont des personnes avec des problèmes de dépendance, ce sont des appartements servant au trafic de drogue. Ce sont des appartements où il y a des filles, ce sont des appartements où nous avons même trouvé des mineurs, où il y a des enfants prostitués, aussi bien des garçons que des filles. Et il faut les sortir de là, bien sûr. À ce moment-là, je perds la tête et j'entre comme un taureau. Je donne un coup de pied dans la porte et je fais sortir tout le monde à coups de poing. Imaginez des enfants de 12 ou 13 ans en train d'être prostitués. Ce sont des choses qu'on vit de l'intérieur. De l'extérieur, on ne peut pas les vivre. De l'extérieur, on ne les voit pas. Mais de l'intérieur, oui. Et ça reste ici, ça reste dans la tête. Comme par exemple, tu es chez toi et tu reçois un message peut-être d'un enfant d'11 ans qui te dit « Écoute, j'ai ce problème, on abuse de moi dans cette maison et je suis ici et on abuse de moi, etc., etc., etc. Tu peux peut-être m'aider. » Imagine comment tu te sens, sans voix et sous le choc. Bien sûr, tu dois commencer à enquêter encore et encore pour aider ce pauvre. La question de l'occupation est quelque chose d'assez compliqué et je te le dis, 70% des cas que nous avons ne concernent pas des familles. Ce ne sont pas des familles. Soit ce sont des Marocains qui font ce qu'ils font, soit ce sont des Dominicains qui font ce qu'ils font, ou alors des Gitans, des choses comme ça. Il y a de tout. Il y a 70% des appartements occupés par des personnes en situation irrégulière, complètement illégaux. Comment réagis-tu en entrant et en voyant qu'on prostitue des mineurs à l'intérieur d'une maison? Je suis capable de le jeter par la fenêtre. Celui que je trouve, je lui arrache la tête et je me fiche des conséquences. Si je dois aller en prison pour me venger et sauver la vie d'un enfant qu'ils sont en train de prostituer, je tue qui il faut et je pars en prison la tête haute et en souriant. Mais au moins, je pars en sachant que, regarde, je suis en prison, mais j'ai sauvé un enfant de 12-13 ans. Il retrouve sa vie et il a encore toute la vie devant lui. Là, je ne fais plus de distinction. Si je dois te jeter par la fenêtre ou te tuer pour aider un enfant, je le fais sans hésiter. C'est très dur, hein? Moi, je savais qu'on vendait de la drogue. Oui, je savais qu'il y avait de l'addiction, qu'il détruisait les propriétés, mais je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en arriver à prostituer des enfants mineurs dans ces maisons occupées. Je trouve ça vraiment sauvage. Cela donne plus de valeur. Tu récupères la propriété et tu sors ces enfants de ces circonstances. Même si j'aimerais te demander, que se passe-t-il lorsqu'il y a des enfants dans ces circonstances et que tu arrives entre les mains de qui passent ces enfants? Nous devons appeler la police et les assistants sociaux pour s'occuper d'eux, mais beaucoup d'enfants sont déjà traumatisés. Enfin, beaucoup d'enfants restent marqués et ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver leur esprit et leur enfance. C'est une enfance et une adolescence à retrouver, ce qui est difficile quand l'esprit est déjà brisé. Alors bien sûr, le bon côté, c'est qu'ils sont déjà sortis de tout ça et qu'il leur reste encore beaucoup de travail à faire, aussi bien mentalement que physiquement. Essayer de socialiser et comprendre que le monde extérieur n'est pas ce qu'ils vivaient dans ces maisons. Il existe des gens bons et mauvais dans le monde. Mais bon,
On garde la joie d'avoir pu nous entraider dans la mesure du possible. Quand tu es entré dans ce monde, tu t'imaginais que ça allait être aussi sordide, aussi louche? Pas du tout. Je croyais juste qu'il fallait aller frapper à 2 portes, dire tu t'en vas ou sinon je contrôle l'accès, mais je ne pensais pas que ce serait aussi personnel. Moi maintenant, je le prends vraiment très personnellement. Chaque expulsion est très personnelle. Qu'il y ait des enfants ou qu'on enlève l'appartement à une dame de 80 ans, je le prends personnellement et ne suis satisfait que lorsqu'ils sont sortis. Ils finissent toujours par sortir avec commando des Socupa. Tu m'as raconté quel a été le cas le plus difficile, mais du point de vue des squatteurs. Quel a été le cas le plus difficile et où as-tu vu le plus de douleur, mais du point de vue du propriétaire? Côté propriétaire, c'est quand une dame de 80 ans t'appelle. À 80 ou 85 ans qu'elle te dise « Écoute mon garçon, je n'ai même pas un euro ». Et là, c'est vrai, il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'argent et qui ont une pension misérable qui leur suffit à peine pour vivre au jour le jour, et la seule chose qu'elles ont réussi à obtenir dans leur vie, c'est un appartement qu'elles ont acquis à la sueur de leur front et de leurs efforts pour qu'un autre vienne et le leur prenne. Qu'elles disent « Regarde, s'il te plaît, je n'ai pas d'argent, aide-moi si tu peux ». Et bien sûr, je ne peux pas refuser ni raccrocher. Et je le fais avec joie et totalement gratuitement. Et que, mais bien sûr, pour ces personnes, ce n'est pas qu'une propriété, c'est peut-être leur retraite et ce loyer. Est-ce qu'on a arrêté de leur payer le loyer ou est-ce qu'on leur a occupé la maison? Oui, ou peut-être qu'ils l'ont loué, qu'on arrête de payer le loyer et qu'on reste dans la maison, ou qu'on l'occupe directement. Peut-être que la dame vit avec ses enfants ou en maison de retraite, et la seule chose qu'elle possède, c'est sa maison qu'on lui prend. Et on la lui prend. Elle t'appelle, s'il te plaît, mon fils, je suis allé leur parler. Et il la dénonce pour coercition, menace ou harcèlement, puis la place en garde à vue. À la vieille dame? À la vieille dame, à la propriétaire, à la propriétaire. Ce n'est pas seulement la propriétaire, c'est une dame de 80 ans. Qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'une dame de 80 ans va te faire? Imaginons que, supposons que, et là il y a une dame de 80 ans qui arrive vers moi. Même si elle me menace, m'insulte, fasse n'importe quoi, c'est une dame de 80 ans, tu ne peux pas la prendre au sérieux. C'est une dame de 80 ans blessée car elle a perdu son appartement, qui ne fera rien. Rien de plus, elle a perdu sa propriété pour laquelle son mari s'est battu toute sa vie. Peut-être que c'est son mari qui la lui a laissée, lui qui a travaillé jour et nuit pour la payer à la sueur de son front. Elle essaie juste de la récupérer. Toi, tu la dénonces, puis l'État et la police arrivent et l'arrêtent. Et c'est la dame qu'on arrête? Ah, ça n'a aucun sens. Imaginons qu'ils arrêtent en pied quelqu'un de 20, 30, 40, 50 ans, et tu dis, écoute, il y a un risque que les squatteurs réagissent. Mais une dame de 80 ans qui marche avec sa canne, qui ne peut même pas marcher, ou qui vient de se faire opérer de la hanche, et tu l'emmènes en garde à vue, quel est le sens? Ça n'a aucun sens. Alors bien sûr, ça te reste en tête quand une dame t'appelle et te dit « S'il vous plaît, aidez-moi pour ceci ou cela ». Bien sûr. Tu y vas, eh bien moi j'y vais comme un lion. J'y vais comme un lion, tu vois ce que je veux dire? Imagine, un lion qui n'a pas mangé depuis une semaine et qui voit une gazelle, eh bien c'est comme ça pour moi. Quand on m'appelle dans ces cas-là, je vois la gazelle et j'y vais coûte que coûte, comme si c'était obligé. Et je le récupère. Pourquoi? Parce que je n'abandonne pas. Si ce n'est pas avec une chose, c'est avec une autre. Mais j'insiste, et tôt ou tard, ça va marcher. Tôt ou tard, la personne finira par sortir de là. Y a-t-il eu une circonstance où tu en es venu à ressentir de l'empathie pour la personne qui occupait les lieux? Oui, bien sûr, plusieurs fois. En fait, elles sont sur nos réseaux, par exemple, une Colombienne qui venait d'arriver de Colombie avec ses 2 filles mineures, et l'une d'elles était enceinte. Et ils l'ont vendue sur place. Ils lui ont vendu l'appartement en lui disant qu'il appartenait à une banque pour 5 000 €. Bien sûr. Ils l'ont trompé. Juste au moment où elle est entrée, et il ne s'est même pas écoulé une heure avant que la propriétaire n'arrive. La propriétaire arrive, interpelle « Hé, que fais-tu » L'alarme s'est déclenchée, les voisins ont été alertés. « Que fais-tu ici » Non, on m'a envoyé dans cet appartement, on m'a vendu l'appartement, on m'a vendu l'appartement. Bien sûr, imagine une dame avec ses 2 enfants mineurs, l'une qui vient d'arriver le même jour de Colombie dans un appartement, on lui dit « Tiens, entre ». Et elle vient de payer 5 000 €, toutes ses économies, alors évidemment, 5 000 € d'ici, ce n'est pas rien. Il faut économiser beaucoup pour venir ici, donner 5 000 € et se faire arnaquer. Ensuite, tu entres et tu te demandes où aller. La propriétaire m'appelle et m'explique la situation, ce qui se passe, mais je n'y fais jamais attention. D'abord, pour les squatteurs,
J'y vais, c'est toujours moi qui y vais pour aider le propriétaire. Parce que le propriétaire est toujours celui qui a le droit et qui a raison. Mais évidemment, tu tombes sur des cas qui sont un peu plus compliqués. J'y vais et la dame me l'a expliqué, elle me l'a expliqué avec des preuves, et elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle pleurait sans cesse. Évidemment, je lui ai proposé de l'argent. De ma part, pourquoi? Pour l'aider, nous ne payons pas les squatteurs, je ne l'ai jamais fait. Mais si je peux aider une autre personne que je vois, qui a vraiment été arnaquée et qui traverse vraiment une période difficile. Oui, il y a des gens qui profitent du business du squat en arnaquant des personnes vulnérables, en leur louant ou donnant. Non, ça appartient à la banque, moi je te le loue, je m'en occupe. C'est aberrant. Mec, alors je lui ai donné une partie de l'argent et j'ai dit, je fais ton déménagement, je t'emmène à l'auberge où tu vas rester. Je discute aussi avec une amie qui a une agence immobilière pour qu'elle te trouve une maison à louer, que tu pourras payer tranquillement le temps de trouver du travail, etc., etc., etc. Et heureusement, on a pu l'aider. Mais comme je te dis, No, no todo. non, non, ils ne sont pas tous. Tous les squatteurs ne sont pas mauvais. Mais 90% sont des vauriens, oui. Mais parce que 90% sont, comme tu me les as décrits tout à l'heure, ces cas-là sont plus rares. 90% sont des vauriens. Il y en a beaucoup qui sont vulnérables, juste avec un papier attestant leur vulnérabilité, mais ils ont plus d'argent que toi et moi, et ils vivent. Raconte-moi un cas d'une famille. Des familles avec une grosse voiture, une Audi, ceci ou cela, qui travaillent. Le mari est peut-être avocat ou peut-être garde civile. Oui, des gardes civils qui squattent. Des gardes civils qui squattent. Des policiers qui squattent. Des avocats qui squattent. Ici, tout le monde, quand tu vis dans un pays sans la... Parce qu'en matière de squat, il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux, tout le monde le fait, tout le monde squatte un appartement, aussi bien les avocats que les gardes civils, que les policiers, que tout le monde. Évidemment, t'es pas tout le monde, hein, c'est clair, mais j'ai vu toutes sortes de choses et pas seulement ça. Tu rentres chez toi et tu te demandes, hé, mais est-ce que je vis un rêve ou est-ce que c'est réel? C'est complètement réel. Es completamente real. Bien sûr, imagine que tu dois aller déloger un policier qui occupe une maison. Tout ce que cela implique. Raconte-le-moi. Et en sachant, Raconte-le-moi, raconte-le nous ici à la communauté de la Factoria. Je pense que c'est plus parce que tu m'as pris par surprise. Je n'avais jamais entendu ça. Oui. eh bien, écoute, je t'explique. Une fois, nous sommes allés chez un policier. Voyons. Bon, c'était la maison d'un propriétaire, mais elle était occupée par un policier. Elle était occupée par un policier et le policier. Évidemment, exactement, il riait. Du genre, comment voulez-vous qu'on le fasse sortir? Nous, on n'est rien, c'est la loi. Mais toi, normalement, tu es là pour défendre Pablo, pas pour abuser de lui. J'aime être là pour abuser du public, bien sûr. Imagine que tu appelles un camarade et que ce camarade est venu là-bas. Bien sûr, grâce à Dieu, beaucoup de ses camarades nous aident et nous donnent raison. Et ils essaient aussi de lui parler. Mais bien sûr, il y en a d'autres aussi qui soutiennent, comme moi. J'ai un ami à moi, je suis policier, et j'ai un ami policier, et mon ami occupe un appartement. Je ne vais pas aller le dénoncer devant toi, Je n'en parle pas avec lui en dehors. bien sûr, mais devant toi. Je lui donne raison en disant que vous ne pouvez pas être ici, que je vais vous arrêter, etc., etc. Et il me la donne, et on a réussi à le faire sortir. Comment? Le rire de Karam. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai quelques petits secrets à raconter ici. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais comme je te dis, c'est un cas qui te dépasse déjà. Tu dois déjà dépasser des limites, et moi, je les dépasse. Pour récupérer une propriété, je dépasse toutes les limites nécessaires, toujours celles qui sont nécessaires. Comme je te dis, si je dois aller en prison pour récupérer un logement pour quelqu'un, j'y vais sans problème, j'y vais content, moi. Moi, je sortirai. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? 6 mois? 1 an, ça ne me dérange pas, je peux le faire, vraiment. Une personne est heureuse d'avoir retrouvé sa propriété. Certaines ont des familles, des enfants, d'autres sont des dames de 4-20 ans. Comment rester tranquille en le sachant? Imagine que la dame t'appelle, t'embauche hier et t'appelle ce matin. Comment ça va, mon garçon? Des nouvelles? Une dame de 80 ans ne sait pas ce qui se passe. Comment ça va se passer? Non, madame, ça prend du temps, etc., etc. Ça. Et nous avons l'une des meilleures tueurs moyennes. Allons, nous avons une des meilleures des moyennes. En 25 ou 30 jours, nous t'avons déjà récupéré l'appartement. Mais c'est très probable. Généralement, c'est un processus un peu plus compliqué. Bien sûr, et nous sommes
Allons, nous avons 25 ou 30 jours, ce qui est un délai très 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 rapide. Hein? Nous avons résolu certains cas en 1 heure, d'autres en 1 semaine ou 2 mois, mais la moyenne est de 25 jours. Bien sûr, et il y en a certains pour lesquels ça a dû vous paraître interminable, j'imagine aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toi, et peut-être qu'il ne t'ouvre pas, et tu dois y aller et insister, insister, insister. Mais là, comme je te dis, comment tu expliques ça ou ça à une dame de 80 ans? Et je t'appelle le matin et elle te dit: Comment ça va, mon fils? Des nouvelles? Et toi, tu dis: Non, madame, on n'a toujours pas de nouvelles. On est dessus. Puis je te rappelle encore l'après-midi. Comment ça va? Des nouvelles? Et je rappelle encore le soir. Comment tu lui donnes Una. une réponse à cette dame? Bien sûr, tu dois lui dire: Moi, je le fais. Je lui dis que dans 1 mois, il sera parti. Et je le répète souvent ainsi. Elle me demande: C'est bon? Je réponds: Non, je ne me suis pas encore mis d'accord avec lui. Dans 1 mois, il part. Peut-être que je ne l'ai même pas vu, mais je suis certain qu'il partira. Je peux te faire une promesse sans même avoir rendu visite au propriétaire ou au squatteur. Parce que je suis sûr de mon travail et je sais que dans 1 mois, il partira, et dans 1 mois, il partira. Quel est le processus pour les expulser? C'est-à-dire comment ça fonctionne avec l'occupant? Depuis que le propriétaire fait appel à vous jusqu'à ce que l'occupant parte, comment se déroule ce processus? Eh bien, regardez, d'abord, ils nous contactent. Nous leur expliquons les procédures, les paiements, etc. Et nous, dès qu'ils nous payent, en 2 ou 3 jours, nous sommes là, à la maison, peu importe où c'est, 2 ou 3 jours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous essayons d'aider davantage le propriétaire en allant le plus vite possible et en commençant le plus tôt possible, le plus vite possible. Pour l'expulsion, si c'est le propriétaire qui t'a engagé, tu dis non, j'y vais dans 1 mois. Eh bien oui, le pauvre, imagine, il dit: Ah, je dois attendre 1 mois jusqu'à ce qu'il vienne, le temps qu'ils mettent à l'expulser. Nous, alors, on essaie de l'aider du mieux possible. Et l'une des solutions, c'est en 3 jours. Nous sommes là, peu importe où, dans n'importe quelle région d'Espagne. Après cela, nous faisons un premier contact avec l'occupant, d'accord? D'abord, on voit quel type de squatter c'est, s'il est problématique, s'il ne l'est pas, s'il veut trouver un accord ou non. L'accord porte toujours sur le temps, jamais sur l'argent. Parce que payer le squatter, c'est encourager le squat et encourager le délit, Commando des Occupats ne fait pas ça. Alors nous faisons d'abord un premier contact avec lui, nous voyons quel type d'occupant c'est. S'ils veulent un accord ou non, ensuite, si c'est le cas, un contrat est signé. Par exemple, regarde, dans 25-30 jours, tu pars. Nous essayons toujours de leur laisser le moins de temps possible, mais évidemment, il y a les enfants à l'école, ou il y a ceci ou cela ou autre chose avec le déménagement. Et je te dis, allez, on va laisser ça à 20 jours. Non, c'est peu, je sais, 25, 30 jours, on arrête là. Et sinon, s'il n'y arrive pas, s'il n'obtient pas d'accord, le pire qu'il puisse faire, parce qu'il va se prendre des coups. Tous les jours, tous les jours. On est là tous les jours, on les emmerde là-bas, tous les jours. On va dans les écoles des enfants. J'y vais, je suis allé 1000 fois dans les écoles des enfants, parler avec les professeurs, parler avec les enfants, avec les camarades des enfants. Parler avec tout le monde, avec tout le monde. Aller à l'école juste pour parler avec les enfants? Que dois-tu faire? Oui, cet enfant, son père est un squatteur et ils occupent la maison d'un propriétaire. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire le maximum possible pour qu'ils partent. Enfin, le dernier cas concerne le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès a été mis en place avec une entreprise de sécurité totalement homologuée et totalement légale. Dans le hall d'entrée. Et ils sortent, et une fois qu'ils sont sortis, ils ne rentrent plus. Comme je te dis, on a fait le contrôle d'accès environ 3 fois depuis que je suis dans l'entreprise. Au revoir, je viens pour toi. Parce que tu le fais avant? Parce qu'ils partent toujours avant. Le visage. Ce sourire a l'air vraiment méchant. Ils partent toujours avant, Jota. Il paraît toujours avant, toujours avant. Et lui, et celle-là. Et sur ces 3 fois où nous avons fait le contrôle d'accès, 2 l'ont été à la demande du propriétaire. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas attendre tout ça. Faites-moi déjà le contrôle d'accès et on le fait, mais ils partent toujours avant le contrôle d'accès. Ils savent qu'ils vont partir, c'est une perte de temps. Avez-vous déjà eu une que vous n'avez pas pu évacuer? À ce jour, aucune. Toutes? Pourquoi? Quoi? Parce que nous continuons et nous ne considérons aucune affaire comme abandonnée. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être qu'il y en a une qui devient compliquée. Je ne dis pas « Oh non, j'y vais plus ». Non, j'y vais. Tu dois insister. Si tu n'insistes pas, tu ne vas pas libérer. Tu dois insister et ne jamais abandonner aucun cas. Alors,
Comme je te dis, tôt ou tard, ils partent. Tôt ou tard, ils partent. Alors, bien sûr, on libère toujours. Si ce n'est pas en une semaine, c'est en un mois. Et si ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en 2 mois. Mais on finit toujours par libérer. Karam, mec, je vais te demander quelque chose. Tout ce que tu racontes semble dangereux avec des coups de feu et de couteau. Quel genre de personne tu as besoin pour t'accompagner dans ces aventures, pour s'exposer à ce genre de situation? Et j'aimerais aussi savoir un peu comment tu as eu ce cran, qui es-tu, un peu de ton parcours, ton histoire, parce que bien sûr, je ne pense pas que ce soit un travail qui convienne à tout le monde. Non, bien sûr que non, parce que moi d'abord, il faut être en accord avec soi-même. Dans ce parcours, si vous regardez dans mes vidéos, il y a toujours un gars à la peau foncée qui est sénégalais. Salut à Fatih. C'est mon meilleur ami, mon bras droit. Il a toujours été avec moi dans les pires moments comme dans les bons, dans le bien comme dans le très mauvais. Le truc, c'est que j'ai besoin de voir quelqu'un. Loyauté absolue, pour moi, la loyauté, c'est très important. Et moi non plus. Si tu n'as pas de loyauté, moi non plus, si je n'ai pas de loyauté envers toi. Je ne peux pas t'avoir à mes côtés. Il faut que ce soit une loyauté mutuelle et que je sente que tu es à mes côtés. Pourquoi? Pourquoi faire? Ma vie et mes affaires sont entre tes mains. Je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Par exemple, moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi, ce sont tous mes amis, ce sont tous des amis. Ce ne sont pas des employés où tu dis, tiens, je t'embauche pour que tu viennes. Non, 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 ce sont toujours des amis. J'ai ce lien d'amitié et de loyauté. Pourquoi? Pour que je puisse me sentir à l'aise dans mon travail. N'importe lequel de tes amis ne fait pas l'affaire. J'imagine que ce n'est pas le cas. N'importe lequel? C'est... Moi, je fréquente... Si c'est à moi, j'ai beaucoup de connaissances. Toi, je t'appelle ami, oui, tu le vaux. Toi, je ne t'appelle pas ami pour rien. C'est-à-dire, Il faut avoir des qualités. Il faut que quelqu'un ait quelque chose pour être ton ami. d'abord, la loyauté est pour moi la chose la plus importante. Moi, je peux être une personne. Je peux être une personne. Peu m'importe s'il est pauvre, s'il n'est pas pauvre, s'il a de l'argent ou pas. C'est soit oui, soit non. Il adore le film? Non et non, pour moi, le plus important, c'est la loyauté. Il doit m'être absolument loyal, comme moi envers lui. Si un ami à moi m'appelle maintenant, il me dit qu'on est là, il me dit «Eh, j'ai tué quelqu'un, tu dois venir m'aider». J'y vais sans hésiter. Ça s'appelle la loyauté. Oui, ça s'appelle la loyauté, même si tu vois que tu te mets en danger. Mais tu n'abandonnes pas une personne qui a toujours été là pour toi, qui a toujours été là dans les mauvais moments. Tu ne l'abandonnes pas. Pour moi, la loyauté est l'un des piliers essentiels que doit avoir une personne à mes côtés. Maintenant, Karam, qui es-tu? Eh bien, Karam est un Karam enfant. Parce qu'à l'extérieur, je parais très viril, mais j'ai aussi un enfant à l'intérieur. Je suis très joyeux, je ris beaucoup, je parle beaucoup. Je suis un enfant de Carabanchel depuis toujours de Carabanchel, qui a grandi dans une famille très humble, assez humble, mais toujours très moi-même. Et grâce à Dieu, je n'ai pas connu le luxe. Quand j'étais petit, on avait à peine de quoi survivre. Mais ce que j'ai toujours eu, c'est une famille très unie. Grâce à Dieu et à l'amour de ma famille. Ils m'ont donné tout ce qu'il fallait pour qu'un enfant grandisse avec des valeurs que, grâce à Dieu, j'ai eues. Je suis ici grâce aux valeurs transmises par mes parents lors de mon éducation. Et moi, et un enfant qui a beaucoup souffert, autant dans son enfance que dans sa vie, il a beaucoup souffert et ça m'a un peu endurci. Explique, développe, qu'est-ce que tu veux dire par t'endurcir? S'endurcir, c'est quand une personne a surmonté des difficultés et des épreuves, elle finit toujours par grandir. Avec un peu de malice et un peu de ruse, disons, pas de méchanceté, appelons ça de la malice, appelons ça de la malice, Méchanceté est un mot un peu laid. appelons ça de la malice, avec un peu de malice. Parce que, bien sûr, toi, tu n'as jamais rien eu et tu veux tout, alors moi, je vais tout prendre. Bon, mais je vais te contredire. Ne le prends pas mal, d'accord? Mais je pense qu'il y a des gens qui sont nés avec beaucoup plus de biens matériels, qui sont bien plus pauvres que toi, parce que tu as su la chose la plus importante qui existe dans ce monde, c'est-à-dire une famille unie. Mais pour moi, c'est évidemment la chose la plus importante que j'ai, mais je veux offrir une meilleure vie à ma famille.
J'aimerais leur offrir ce que je n'ai pas eu. Et je le comprends, et c'est tout à fait louable. Ce n'est absolument pas une critique, mais au bout du compte, quand quelqu'un a une famille, quelqu'un a un trésor, C'est vrai, c'est très important. C'est ce message que les gens confondent aujourd'hui en pensant que le mieux c'est de voyager, d'avoir un sac Gucci, de pouvoir avoir une RS3 non, de pouvoir avoir certaines choses. Cela peut en venir à transcender davantage l'essence humaine et avoir plus de sens que le fait d'avoir des gens qui t'aiment, qui tiennent à toi et qui te soutiennent inconditionnellement. Et ce type d'amour ne se trouve que dans le noyau familial, il n'existe pas ailleurs, il n'existe pas. Non. c'est vrai parce que c'est l'un des plus. Et, et il faut en prendre soin, il faut vraiment en prendre soin encore plus. Si la famille a tout donné pour toi, eh bien, se priver de pain pour le donner à ses enfants. Kalam mec, tu es admirable et j'aimerais te parler. En ce moment, dans une bagarre, une personne arabe. Et moi, non? Je ne veux pas que les gens confondent le fait que je représente le christianisme, je représente le catholicisme avec une haine envers ce qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose dont je dois être très responsable et je veux préciser que ce n'est absolument pas le cas. Et je veux aussi adresser un message à toutes les personnes qui me suivent et à toutes ces personnes arabes d'Afrique du Nord, d'Égypte, de partout, du monde entier. Ici, il peut y avoir une place pour vous, mais il est temps de dénoncer ce que vous voyez de vos propres yeux. Et j'aimerais te poser la question directement. Est-ce que tu reçois du soutien de la part de tes compatriotes alors que tu m'as aussi dit que tu reçois de la haine? Pas autant que je le voudrais. Tu voudrais plus de soutien de les tiens? Bien sûr, j'aimerais. Ça devrait être l'inverse, à 100%. Ça devrait être une majorité absolue. Et à quoi penses-tu que c'est dû? À quoi attribues-tu ce manque de soutien public de la part de tes compatriotes pour ce que tu fais? Parce que je crois sincèrement qu'ils pensent, comme beaucoup me l'ont écrit dans des messages, que tu ne seras jamais l'un des leurs. En le disant comme ça, tu ne seras jamais l'un des leurs. Qu'est-ce que ça veut dire être l'un des leurs? Même si tu défends, disons, la cause espagnole, la société espagnole. Alors, ce message ne te fait pas, tu vois? Des gens comme moi ont une critique très forte contre le discours selon lequel, au sein d'une société, il ne peut pas y avoir de eux et de nous. Il y a le nous, nous faisons tous partie de cela. Tu es des miens. Parce que tu veux la même chose que moi. Ce qui ne peut exister en aucun cas, c'est le eux et nous. Et attention, je ne le limite pas seulement à la question maroco-espagnole, à la gauche et à la droite. Je vais l'appliquer à l'hétéro-homosexuel, aux noirs et aux blancs. Il doit y avoir un intérêt commun de tous ceux qui vivent ici pour que ce pays aille bien. Et quand il y a autant de Maghrébins ici qui disent « tu ne seras jamais l'un d'eux », cela implique déjà qu'il y a un « eux » et un « nous ». Est-ce que cela est positif pour la société? Non, non, ce n'est certainement pas positif. Mais je dois aussi dire, en sa faveur, que la société ne fait pas non plus en sorte de le faire se sentir comme l'un des leurs. Je ne me suis jamais senti comme l'un des leurs. Je ne me suis jamais senti comme un Espagnol comme les autres, et je ne me suis jamais senti intégré dans la société. Jamais. Je l'ai mérité à la sueur de mon front parce que je n'avais pas d'autre choix. J'aime l'Espagne et j'adore l'Espagne. Et il m'est impensable de vivre ailleurs qu'ici, à Madrid. Je n'envisage pas cette option. Non, l'Espagne, tout. Mais cette partie, les autres personnes ne la ressentent pas parce qu'elles ne l'ont jamais vécue, par exemple. Les Marocains subissent un fort harcèlement. Non, non, aujourd'hui, je ne le crois plus vraiment. Je pense que peut-être à ton époque, c'était possible. Aujourd'hui, il y a plus de Marocains ici. Bien sûr, Il y a plus de Marocains que d'Espagnols à l'école. à mon époque, je souffrais beaucoup. Oui, je subissais beaucoup de harcèlement, les Marocains étaient mis à l'écart, etc., etc., etc. Bien sûr, imagine un enfant élevé ainsi. Comment lui expliquer adulte qu'il est comme les autres, que nous sommes tous égaux ici? Il ne pourra pas le comprendre. Oui, oui, bien sûr, maintenant nous sommes tous égaux. Mais quand j'étais petit, je n'étais pas comme vous à l'école parce que vous jouiez tous au foot, tous les Espagnols ensemble ou les Espagnols avec les Latinos, et moi on me laissait tout seul. Je pense aussi que cela arrive chez les communautés hispano-américaines qui se sentent parfois exclues, non? Pas tellement, parce que les Latinos, disons, les Espagnols soutiennent beaucoup les Latinos. Je suis latino, mais je déteste ce mot. Je ne sais pas si tu le savais, putain. Oui, bien sûr, je suis latino, je suis hispanique. Ça, c'est un mec bien dit, bordel, putain.
Le latino, c'est l'espagnol, l'italien, oui. Bien sûr, les Romains, mais bien sûr, ils soutiennent beaucoup les Hispaniques. Parce que, comme je te dis, ils les soutiennent parce que c'est la même langue, la même culture, la même religion, mais ça, c'est mal. C'est mal, mais naturel au fond. Attention. Mais Mais, attention, je ne dis pas qu'il faut discriminer, mais au fond, ça reste quelque chose de naturel partout. Et attention, ce n'est pas exclusif à l'Espagne, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à l'Europe, ce n'est pas quelque chose d'exclusif aux Blancs. Ça arrive partout. Si tu vas en Chine en tant qu'Européen, tu vas aussi avoir tes moments de regarde-toi, putain. L'autre jour, une fille racontait qu'elle était sur une plage en Chine et que les gens passaient avec leur téléphone, genre, putain, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc, est-ce que je le justifie? Non, j'essaye simplement d'expliquer. Expliquer, ce n'est pas justifier, attention. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un effort pour que tout le monde s'intègre un peu mieux, parce que franchement, je trouve la société très divisée, mec. elle est très divisée, oui, vraiment divisée. Et comme je te dis, c'est naturel, mais ce qui est naturel n'est pas toujours bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours bien parce que toi, par exemple, une dame marche dans la rue et elle voit un noir dans une rue sombre. Peut-être que ce noir a des millions d'euros dans la poche et il n'a pas besoin de voler. Et pourtant, elle en a déjà peur, elle ressent ceci, cela. Mais je vais te dire une chose, Karam, et tu me donneras raison. Je pense que ce n'est pas lié à la couleur de peau, mais plutôt au classisme. Laisse-moi expliquer. Toi, en ce moment, qui as de l'expérience avec la délinquance parce que tu la vis de très près, tu passes pratiquement tes journées à y faire face. Tu vois une personne noire dans une gare abandonnée à minuit et demi et tu vas prendre le dernier train, il n'y a que toi et lui et trois noirs apparaissent, tous en costume, ils sortent leur ordinateur et commencent à faire ça. Tu ne te dis pas du tout, bon, ce sont sûrement des avocats ou qui sait, des ambassadeurs, qui sait. Mais maintenant, tu vois ces trois mêmes personnes, même visage, même apparence, mais avec des pantalons larges, des casquettes à l'envers et des écharpes voyantes, tu penses déjà à un gang. De la même façon que tu te présentes au monde, le monde va te percevoir, tout comme quand tu vois un hispano-américain habillé avec une chemise et des mocassins. Tu ne penses à rien, puis tu vois ce même hispano-américain. Ou un groupe d'hispano-américains, les mêmes personnes, mais habillées avec des casquettes plates et tout ça, et la perception que tu as d'eux, c'est un sentiment d'alerte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce n'est pas tant la couleur, l'origine hispano-américaine ou marocaine qui compte, mais plutôt la manière dont ces personnes s'habillent et se présentent. Voir un Marocain sortant du travail n'est pas pareil que d'en voir un en survêtement PSG écoutant Morad à la gare. C'est complètement la perception et la sensation d'alerte qui sont très différentes. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. La manière dont tu te montres détermine comment les gens te perçoivent. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, par exemple, si je vois une personne, comme tu dis, avec de la musique ou ceci, cela, et une autre en costume, je les vois de la même manière. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu personnellement, je l'ai vécu dans ma chair. Alors, bien sûr, quand on le vit soi-même, non, ce n'est pas comme les autres qui ne le vivent pas. Soi-même. Par exemple, une autre personne, si elle voit quelqu'un avec le pantalon baissé, avec des casquettes, avec des chaînes, avec ceci, un costume, et peut-être qu'elle peut les classer en se disant, bon, celui-là doit être une meilleure personne ou doit avoir plus d'argent, et celui-là doit être plus un voyou. Moi, par exemple, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas car j'ai connu des gens en costume qui sont bien pires que des gens avec des chaînes. Et avec de la musique et avec... Comme je dis, Oh, c'est-à-dire, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. cela dépend aussi de la façon dont chacun l'a vécu. Mais qu'est-ce que fait l'escroc? Il se présente comme quelqu'un d'élégant. Pourquoi? Pour que tu baisses ta garde. Et c'est comme ça qu'il t'arnaque. Ça ne veut pas dire que la façon dont tu te présentes au monde reflète vraiment qui tu es, mais ça veut dire qu'une dame qui serre son sac voit un schéma qui se répète. Le type classique qui traîne sur les Ramblas à Barcelone en train de voler. Ils s'habillent à tous à peu près pareil. Une nouvelle tribu urbaine, ils s'habillent à tous à peu près pareil. Si tu t'habilles de la même façon que ces gens-là, il est très probable que les gens ressentent un sentiment de danger quand tu marches derrière eux. C'est pur. Enfin, C'est que... Moi, souvent, chiant, on m'a volé mon sac et parfois je marche et une dame est devant moi. Elle a peur, elle se retourne et j'ai dû changer de trottoir. Et moi, je n'ai pas un. mes compatriotes vénézuéliens vivent-ils la même chose? Et je n'ai pas vu en. En Amérique hispanique, c'est pareil pour vous? Et je ne ressemble pas à un Marocain typique. Je n'ai ni le visage d'un Marocain normal, ni l'accent.
Non, non, parce que tu sais que je suis marocain. Mais les gens dans la rue, non, ils ne me disent pas que je suis marocain. Ils me disent que je suis gitan. À la gitane? Et on pourrait te prendre pour un gitan. Gitane, oui. Bien sûr, l'accent non plus, je n'ai pas d'accent marocain. Non, toi c'est clair, bien sûr. Je n'ai pas d'accent marocain, je ne m'habille pas comme un marocain, je ne porte pas les pantalons baissés, je ne fais pas ça. Et pourtant, tu le remarques. Tu le remarques, c'est normal, comme je te dis. Cela arrive aussi à cause du mal fait par les autres. Parce que oui, bien sûr, tu vis dans un pays où les autres ne font pas de mal, il n'y aura pas ce préjugé de condamner tout le monde. Quelle solution existe pour que ces préjugés disparaissent? Aujourd'hui, je comprends, mais souvent les innocents paient pour les coupables. Nous devons être responsables et envoyer un message d'unité. Toi, en tant que Marocain, qu'on peut en plus considérer comme faisant partie de la fachosphère, même si tu n'es peut-être pas d'extrême droite, mais malheureusement, on te catalogue comme tel. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu défends la propriété privée. Grosse erreur. Les gauchistes doivent aussi te détester, non? Assez, assez. Et beaucoup de gens m'ont écrit beaucoup que je suis un nazi, que je suis ceci et tout le reste. Maintenant, c'est Karam le nazi. Faut le faire. Je suis marocain, ma main droite est sénégalaise et la gauche vénézuélienne. Tu as... Bien sûr. On dirait une blague. Putain. Non, ça n'a aucun sens. Mais alors, mec, toi, en tant qu'immigrant marocain, quelle solution proposes-tu pour mettre fin à ces préjugés qui existent encore aujourd'hui? Les préjugés, c'est humain. Eh bien, pour que les gens soient plus tranquilles ou pour calmer la population face à cet état de panique et d'alerte constante vis-à-vis de l'immigrant. Par exemple, celui qui commet des délits, qu'il le fasse dans son propre pays. Tous. Je veux dire, je ne parle pas des sans-papiers. Je ne parle pas des sans-papiers venus ici pour travailler et chercher un avenir meilleur. Pas ceux-là. Parce que ceux-là viennent pour souffrir et faire les travaux que les autres ne veulent pas, supporter des humiliations et endurer beaucoup de merde pour travailler, pour ramener du pain à leurs enfants et à la maison, et pour chercher un avenir meilleur. Moi, je parle de ceux qui viennent pour commettre des délits. Si tu viens pour voler, ou si tu viens pour braquer, ou si tu viens pour tuer, retourne dans ton pays. Oui, même si tu viens de travailler et que tu finis par faire ça, c'est dehors aussi. Retourne dans ton pays. Non, non, non. Que tu travailles ou pas, si tu fais ça, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Et comme ça, je pense que le pays ira mieux. Cependant, ce qu'on ne peut pas permettre, c'est qu'après un vol pareil, ils ressortent. Tu as volé une dame, fait tomber, arraché son sac, et 3 jours après, ils sont dehors. Oui, Malheureusement, c'est ce qui se passe. ça non, ça ne peut pas être permis. Par exemple, au Maroc, si on t'attrape avec un couteau comme ça. Et tu prends 10 ans. 10 ans? C'est énorme. 10 ans de prison. Le problème, c'est que Attention Maroc, je suis un détracteur du gouvernement marocain, mais à cause des intérêts opposés qu'ils ont avec l'Espagne. Mais au final, ils gèrent assez bien la criminalité, les infrastructures, les impôts et l'entrepreneuriat en interne. Si tu analyses ce que fait le Maroc en interne, tu te dis « Putain, le Maroc ne fait pas les choses si mal pour que le pays prospère ». En revanche, ici en Espagne, tu vois ce que nous faisons. C'est une permissivité totale envers la délinquance. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu crées un paradis pour les délinquants. Ici, tu peux squatter une maison, cultiver de la marijuana, tu risques 1 mois en cellule, puis relâché et tu recommences. Il n'y a jamais de vraies conséquences. Les prisons ressemblent à des hôtels. Certains préfèrent y être pour 3 repas par jour, une salle de sport et des cours, alors qu'ils avaient froid dans la rue. Quel est le sens de tout ça? Parfois, les gens veulent juste tirer un coup. Peut-être que je vais violer celle-là. On m'enferme et c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Ce n'est pas possible. les lois doivent être bien plus strictes, c'est évident. Et les prisons? Non, non, bien sûr. Si les lois sont dures, les prisons le seront aussi. Mais tout doit être plus strict pour que le délinquant ne se sente pas libre de faire ce qu'il veut en pensant qu'au pire, il sera juste arrêté ou qu'au pire, il ira en prison. Si je vais là-bas avec mes amis pour être avec eux, on forme un groupe, on mange, on s'entraîne, puis on sort comme des taureaux. Non. Non, souvent ils obtiennent un master en délinquance en prison et en sortent encore pire. Bien sûr, donc la prison doit être dure. Ils doivent rester là comme des rats, car c'est ce qu'ils sont. Oui, les rats doivent être traités comme des rats. Évidemment, ils ne vont pas être traités comme des rois. Mec, ça m'intéresse. Que tu détailles davantage et qu'on approfondisse une anecdote, Karam. Mec, Explique au public ce qui s'est passé avec les coups de feu, comment il y a eu une fusillade. lors de la fusillade, nous sommes allés dans une villa.
Nous avons frappé à une villa et il y a des personnes qui sont sorties. Je ne veux pas mentionner leur nationalité parce que bon, Allez, mentionne-le, vas-y. non, pour l'instant, je ne vais pas mentionner la nationalité. Colombie. Non, c'est que c'était 2 villas collées. Mais bien sûr, les uns se défendèrent les autres, ils se défendaient entre eux. Alors certains étaient d'une nationalité et d'autres d'une autre, Allez, tu n'as pas à... le raconter. Certains étaient gitans, d'autres colombiens. C'est que quand j'ai entendu des coups de feu, mec, je connais la chanson, mec. J'ai entendu des coups de feu et j'ai pensé, ouf, ça me rappelle quelque chose. Les Colombiens ont la gâchette facile. Alors nous, bon, ceux qui ont commencé, c'était les gitans, oui non? Alors nous, on y va et je toque au père, moi je lui dis, et tu sais que ça fait 10 ans que tu prives quelqu'un de sa propriété ici. Il me dit, oui, et ce qu'il me reste? Je lui dis, non, ce qu'il te reste, car le commando des occupants est déjà là. Je lui dis, ce qu'il te reste, non. Je lui dis, nous sommes déjà ici. Il me dit, oui. Il me dit, attends une seconde, j'arrive tout de suite. Ça depuis la fenêtre. Il y a celle qui est entrée. Elle est sortie avec le pistolet et a tiré, boum, boum, boum. Elle tirait, putain, imagine ça. Mais elle tirait sur vous. Bien sûr. Toi, imagine ça, tu restes sous le choc. Tu ne sais pas, tu ne sais même pas ce qui se passe. Quand tu imagines qu'une personne te dit, oui, mais avec tout le calme du monde. Une personne n'était même pas stressée, elle n'était même pas en colère. Non, non, elle te dit comme ça, oui, eh bien, attends, j'arrive tout de suite. Il est entré et a commencé à te tirer dessus depuis la fenêtre. Il a commencé à tirer, nous étions cachés derrière les voitures, moi caché derrière un mur, les voisins colombiens aussi ont sorti leurs armes, et ils ont commencé à tirer. Imagine, un ami à moi, grâce à Dieu, ils l'ont touché au mollet, seulement dans le dos. Si tu regardes mes vidéos, au début, je n'avais pas de gilet pare-balles, puis j'ai commencé à en porter un. Ce moment dont tu parles, Ça, c'était cette expérience. tu te dis, ah mince, c'est étrange, hein, ce n'est pas parce que je porte un gilet pour me prendre pour un policier, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qui me pousse à être plus vigilant maintenant, car cela peut se reproduire. Et les coups de couteau, mec? Dans quelles circonstances ça s'est produit? Les coups de couteau arrivent lors de frictions ou de disputes, quelqu'un sort un couteau et te le plante dans le dos. Quand on m'a poignardé dans le dos, je n'ai rien senti. Depuis combien de temps tu es chez des occupants? Chez des occupants, ça fait environ 2 ans et demi qu'on y est. En 2 ans et demi, on t'a déjà tiré dessus et on a essayé de te poignarder plusieurs fois. 2 ans et demi et nous, des occupamos, on a déjà travaillé ailleurs aussi. Mais bien sûr, et ça fait déjà environ 1 an qu'on a créé le Commando des Occupas. Commando des Occupas appartient désormais à mon associé et à moi. Quelle solution légale vois-tu pour éviter que cela ne se reproduise? Quiconque sans titre de propriété pour sa maison, dehors. Sans le titre de propriété, la police doit intervenir, mais elle est aussi limitée dans ses actions. Exactement. J'ai compris que tu donnes ça à la police. Tu changes. La police a les mains et les pieds liés, parce que la police, tu dis, oui, bien sûr, je le fais sortir, mais je risque de perdre mon travail. D'accord, j'y vais, mais si je le fais sortir et qu'ensuite il porte plainte et qu'un juge intervient, le problème, c'est pour moi. Personne ne va risquer son travail pour quelqu'un d'autre. Alors tu te dis, bon, laissons la loi et le gouvernement faire leur travail. Comme je te dis, très souvent, la police aussi a les mains et les pieds liés. Elle ne sait pas quoi faire. Comme je te dis, ils occupent la maison depuis 1 heure. 1 heure. Le policier arrive et dit, non, moi je suis ici depuis 3 jours, 4, 1 semaine, et il lui montre peut-être un faux ticket. Et le policier ne peut rien faire. Le policier sait qu'il y a une faute, mais il ne peut rien faire, car avec les preuves, s'il porte plainte, c'est lui qui sera sanctionné. Alors moi, comme je te dis, la loi devrait changer. Toute personne qui n'a pas de titre d'occupation du logement, dehors. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus une question de procédure et de lenteur. Parce que la loi fonctionne, mais elle est très lente. C'est-à-dire, c'est un problème au niveau des tribunaux. De savoir si ça fonctionne, même si c'est rapide ou non. Même si c'est rapide, moi j'occupe ton appartement, j'occupe un appartement. Et toi, même si on dit que ça va vite, entre la plainte et le résultat, ça prend 3 mois. Après 3 mois, je présente l'autre recours. Ou je te présente un faux contrat. Après ça, le juge doit l'examiner. Ensuite, attend encore 6 à 8 mois. Après ça, il y a d'autres recours. Et il y a d'autres recours.
Et il y a d'autres recours. Et tu y passes combien de temps? Tu y passes combien de temps? 2, 3 ans, 4 ans dans une maison? Bon, eh bien, à la suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que c'est que de s'installer dans un appartement sans rien payer et que le propriétaire souffre pendant 3 ans. C'est une bénédiction pour l'un et un dégoût pour le propriétaire. Donc pareil, même si ça va vite, le processus est le même. Penses-tu que la situation du squat s'est aggravée? Oui, bien sûr, il en reste beaucoup. Tu ne vois donc pas de solution à court terme? À court terme, non. Et maintenant encore moins, avec toute la régularisation de tous les immigrés. Ça va empirer, bien pire. Tu es contre? Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas non plus favorable à 100%. 100%. Moi non plus, parce que toute personne a besoin de papier pour pouvoir travailler dignement, pour aspirer à autre chose que de bosser dans un boulot de merde, supporter les humiliations de ton patron pour éviter d'être viré. De merde, malheureusement, ça ne disparaît pas ou tu n'auras pas accès à de meilleurs postes simplement parce que tu as les papiers. Les Espagnols n'ont pas accès à des emplois décents. Crois-moi, et avec des enfants. C'est le problème, c'est complexe. Crois-moi, il y a des boulots pires, bien pires encore. Il y a des boulots pires. Des boulots où on te traite comme une ordure. Des boulots où tu gagnes 30 € par jour en travaillant 12 heures par jour. Il gagne 30 € car il n'a pas de papier. Et en supportant des humiliations, en supportant le manque de respect, en supportant les insultes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de papier. Tu te dis, ah bon, si je pars d'ici, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je préfère? Je préfère baisser la tête et au moins je gagne 30 € plutôt que de ne rien gagner du tout. Mais quand une personne a des papiers, elle est déjà plus exigeante dans ce qu'elle choisit et dans ce qu'elle accepte. Alors bien sûr, quand une personne a des papiers, elle te dit « Non, non, moi ce travail-là, je ne vais pas le prendre ». Et évidemment, il y aura de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. Bien sûr, il y a aussi de mauvaises personnes qui viennent. Et ces mauvaises personnes occupent sûrement aussi des appartements. Ce sont des squatteurs. Des squatteurs. C'est un sujet tellement complexe, mec, que j'aimerais qu'il y ait une solution simple. Mais les solutions que je vois sont radicales et elles vont faire des victimes. Par exemple, tu aimes bien Bukele, n'est-ce pas? Oui. Bukele a redressé un pays, mais au prix de faire aussi des victimes innocentes. Les gens ne prennent pas ça en compte. Je suis que Mais pour un bien, commun. Oui, un bien commun ou supérieur, j'accepte. Mais au bout du compte, ici en Espagne, si nous voulons un Bukele, nous allons devoir accepter que des gens qu'on aime bien, qui sont peut-être géniaux, devront quitter l'Espagne, ils vont devoir partir. Donc ici, non. parce qu'une personne qui écoute, Impliquer un pourcentage. Dans un certain pourcentage, attention, je ne vais pas te dire que non, mais Bukele a aussi emporté des innocences au passage. mais ils appartiennent tous à quelque chose. Même s'ils l'ont fait, Mais ils en font partie. Non, certains ont été emprisonnés juste pour avoir parlé ou eu un proche impliqué. parce qu'ils les défendent, ils les défendent. Les proches de ceux qu'ils ont enfermés. Ceux qu'ils ont enfermés, ils les défendent et les cachent. Mais le point n'est pas une critique, Bukele. Le point, c'est plutôt une analyse, c'est le problème. Oui, bien sûr. Plus radical est la solution. Et cette solution, parfois, emporte des gens avec elle. Et c'est à cela que nous devons être prêts. Sommes-nous prêts à régler cela comme il faut le faire? Eh bien, nous devons aussi être prêts à assumer que beaucoup de gens vont être écrasés par ce changement. À long terme, regarde, Salvador, si nous mettions en place la moitié de ce qu'a fait El Salvador, en 4 ans, nous serions une puissance mondiale. De nouveau. Littéralement. Maintenant, à quel prix? Je suis prêt à faire ce sacrifice. Beaucoup de gens ne le sont pas, et je le comprends. Mais il faut savoir que, derrière le grand processus qu'il y a au Salvador, il y a une main de fer incroyable. Incontestable. Peu importe, tu as eu des contacts avec un membre de gang, même si c'était ton frère, tu lui as parlé. En prison. C'est ça, ça a été dur. Et tu peux remettre en question ces méthodes, mais pas les résultats. Les résultats, les résultats. Récemment, une fille qui est allée au Salvador a posté une vidéo affirmant que les rues du Salvador sont désormais plus sûres qu'ici. Plus sûr. La Rambla à Barcelone est plus dangereuse aujourd'hui, de mita jusqu'à la nuit. Qui aurait pu dire ça il y a 8 ans? Imagine le Salvador, imagine. Au Salvador, il y avait des maras, des gens mauvais. Mauvais. Un climat de violence déjà culturelle et intrinsèque. Terrible. Donc c'est complexe. C'est complexe. Oui, la situation est compliquée, mais il faut essayer de trouver la meilleure solution.
Tout à fait. La meilleure solution, aussi bien pour l'immigration qui vient commettre des délits que pour le squat. C'est que le squat est un sujet, oui, C'est un sujet très délicat. Ça m'inquiète parce que, même si ça ne paraît pas, ça rend le marché de la location beaucoup plus rigide, beaucoup plus compliqué. mais bon, il y a une solution au squat que peu de gens connaissent. Laquelle? Faire appel à commando des occupants. T'es vraiment un crack, mec. Et pour finir, t'as envie d'en parler? Énormément. C'est une des choses qui me font le plus envie cette année. Oui, tu suis Greenfield et César, non? Oui. Oui. Merde, mec. Franchement, comment tu perçois les combats? Je trouve que les combats sont équilibrés. Assez équilibrés et bons. Tous équilibrés. Je te pose la question. Jussi Allen ou Gaps? Qui penses-tu qui va gagner? On va partir sur Gaps. Pour Gaps. Lewis Lelu ou Ernesto El Potro en boxe avec des gants? El Potro. Oui, tu es sûr, El Potro. Pourquoi? Cet homme est très dur. Il est dur, ses mains sont... Il est... Puissant, mais Lewis a fait King of the Streets, Everknuckle, il est aussi dur. Ce sera un gros combat. Allez, Jota ou Omar Choquet. Ça dépend. Je dois tester les deux. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, Jota l'emporte haut la main. Oui. C'est-à-dire Jota, c'est moi, bande de fils de pute. D'accord? Père Chouli ou le féroce? Celle-ci est difficile parce que, attention, Le père Chouli, attention. c'est un fouet, il n'y en a pas. Attention. Le père Chouli, on dirait... Ah, mais non, attention. Le père Chouli lâche ses coups très vite, ce fils de pute. Attention. Le féroce. J'ai compris qu'il a un cardio de fou. Ce mec a un rythme fou. Le plus difficile pour moi, c'est d'avoir ce cardio. 3 minutes sans pause, Julio. Mais El Feroz est un guerrier. Mais je pense que c'est Padre Chouli qui l'emporte. Padre Chouli. D'accord. Oriol, Respeto Arenas o Jesus, Helio Mbank. Celle-ci, c'est du MMA. C'est un combat de ouf au niveau MMA, c'est incroyable. Celle-là, je ne l'ai pas. D'autres promoteurs veulent me voler ce combat. Attention, ce combat, c'est une dinguerie. Celle-là, je ne l'ai pas. C'est moi qui ai fait tout le matchmaking, donc je suis le matchmaker. Et c'est un gros combat, mon pote. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas. Je dirais que c'est égalité pour l'instant. Égalité. Moi aussi. Là, je ne prends pas de risque. Là, je ne prends pas de risque, vraiment. Oriol est un guerrier, respect, honneur. Et Helio, c'est de la pure puissance. Tu ne sais pas comment. Oui. Tu ne sais pas d'où ça va venir et en plus, c'est un combat de MMA. Oui. Un combat de MMA? Les deux sont très bons au sol. Et c'est un combat très difficile. Chef d'équipe ou Mark Stark? Mark Stark, je l'ai vu en personne. Ce type est énorme. Il est vraiment énorme, un vrai gorille. Il est impressionnant, mais je crois que le chef d'équipe est plus malin. Oui, non? Bon, chef d'équipe. Josie Sakbey ou Rafi Al-Kaiman? Et Diaz, donc Josie. Ensuite, il me reste Dieguito Núñez, mais nous n'avons pas encore son adversaire car ils abandonnent tous. Pour moi, Dieguito, c'est 100% boxe mon sensei. Et putain, au prochain gala, c'est moi qui me bats. 100%? Ça dépend de quand c'est. Il faut l'organiser, il faut l'organiser. Bon, avec un peu de temps, il y a 90% de chances que je me batte. Tu veux te lancer dans le plan de combat? Tu as toujours participé, non? Et tu as été champion d'Europe. Champion d'Espagne et champion d'Europe. Tu comprends? Je voulais justement te demander, car pour être avec toi, il faut des bases d'autodéfense en cas d'évacuation, ou être grand ou impressionnant. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que mon sport, ce n'est pas comme, par exemple, le MMA ou le Jiu-Jitsu, où tu peux maîtriser une personne. Non, c'est la mort. Un striker, c'est la mort et la destruction. Tu ne peux pas le contrôler avec des gants. Tu ne peux pas le contrôler. Moi, je suis un pur frappeur. On voit beaucoup de clés et de sol. Ça aide, évidemment. Mais si ça se complique, il faut sortir. Il faut sortir? Il faut les emmener faire un tour. Pam, pam. Il faut les emmener faire un tour. Il faut les emmener faire un tour. Mais oui, au prochain gala, je me bats. Eh bien, messieurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Karam se batte lors du prochain gala. Vous pouvez me mettre contre qui vous voulez. Contre qui je veux. Contre qui tu veux. Ah oui. À la boxe, sans distinction. Boxe ou MMA, contre qui tu veux. En MMA aussi? Celui que tu veux, il n'y a pas de distinction. Peut-être qu'on te mettra avec un bon gorille, Esdrak ou Bad News. Ça peut le faire. Il n'y a pas de distinction.
Bon, on y va, aucune distinction. Karam, tu peux mettre qui tu veux, moi je m'en sors facilement. Karam, c'était un vrai plaisir d'analyser la soirée avec toi et d'écouter tes aventures. J'admire ton travail et ta personnalité. Tu es vraiment génial. Merci beaucoup. Et voilà. Je te souhaite beaucoup de succès, mais j'espère que ton entreprise ne soit plus nécessaire si le problème disparaît. Ce serait l'idéal. Je dis cela à tous. J'espère que vous ne serez plus nécessaire, c'est normal. Je sais que pour beaucoup de gens, vous êtes des super-héros. Alors, voilà. Et pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont un problème, comment peuvent-elles vous contacter? Eh bien, juste en dessous, vous trouverez nos réseaux sociaux, notre site web aussi. Et vous pouvez nous contacter sans engagement. Vous pouvez poser toutes les questions concernant vos problèmes et nous vous informerons sur la façon dont nous pouvons vous aider. N'oublie pas, chez toi, c'est toi qui commandes. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'émission. Beaucoup d'anecdotes. Et si vous voulez contacter Karam, les réseaux sociaux sont ici. Karam commentera Chaos Fight Night. Le lien sera en description et ses réseaux dans le commentaire épinglé. Donc voilà, messieurs. À la prochaine.